Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Agir à Villejuif. Cette fois, nous allons parler de perturbateurs endocriniens. Beaucoup de pesticides, les retardateurs de flamme bromés, ou encore les substances perfluoroalkylées, par exemple, sont classés perturbateurs endocriniens par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour tenter de comprendre, nous allons examiner successivement. Pourquoi endocrinien? Qu'est-ce que le système endocrinien? Quels sont les principaux produits qui le perturbent? Quelles perturbations et quelles conséquences sur la santé? Quel est l'état de la réglementation? Que faire pour se protéger individuellement? Comment agir collectivement? Commençons par nous faire une petite idée de ce qu'est le système endocrinien. Il s'agit d'un ensemble de glandes réparties dans l'organisme qui contrôlent de nombreuses fonctions, comme la croissance, la reproduction, la sexualité, le sommeil, l'appétit, l'humeur et le métabolisme. Parmi ces glandes, citons dans le cerveau l'épiphyse, l'hypothalamus et l'hypophyse, dans le cou la thyroïde et les parathyroïdes, dans la poitrine le thymus, dans l'abdomen les surrénales et le pancréas, chez les femmes les ovaires et chez les hommes les testicules. Arrêtons-nous un instant sur la thyroïde. Cette glande régule de nombreux systèmes hormonaux grâce à la sécrétion et à l'envoi dans tout l'organisme, par l'intermédiaire du sang, d'hormones, en particulier la thyroxine. Les molécules de ces hormones sont appelées par les chimistes tri- ou tétraiodotyronine. Comme leur nom l'indique, elles contiennent de l'iode, ce qui nécessite l'absorption d'aliments en fournissant, notamment poissons, crustacés, mollusques, algues, sels marins. Nous avons consacré une vidéo à la question de l'iode radioactif et à la façon de contrer son absorption lors d'une catastrophe nucléaire. C'est la vidéo intitulée Comprimé d'iode. Mais ce n'est pas ici notre propos. Retenons donc que pour réguler de nombreuses fonctions de notre organisme, la thyroïde a besoin d'iode. Dans l'introduction, nous avons mentionné beaucoup de pesticides. En fait, il s'agit surtout des pesticides organochlorés. Comme leur nom l'indique, ils contiennent donc des atomes de chlore. Nous avons cité les pesticides, mais d'autres produits contiennent également des atomes de chlore, des solvants, comme le trichloréthylène, des fluides réfrigérants, les polychlorobiphényles, les PCB, longtemps utilisés comme isolants dans les transformateurs, les dioxines, issues de l'incinération, en particulier des ordures ménagères, certains plastiques, comme le polychlorure de vinyle, le PVC, et bien d'autres encore. Nous avons parlé des retardateurs de flamme bromés, donc contenant des atomes de brome. Il existe d'autres retardateurs de flamme, mais il s'agit là des plus utilisés actuellement. On en trouve partout, depuis les meubles, en particulier les canapés, mais aussi les appareils électriques et électroniques, ainsi que dans les plastiques. Il faut également parler des substances perfluoroalkylées, les PFAS, qualifiées de polluants éternels. Leur molécule contient du fluor. Chlore, brome, fluor qu'ont donc ces trois éléments chimiques en commun.
C'est le moment de jeter un coup d'œil à un document dont vous avez entendu parler dans vos cours de chimie au lycée. Et si vous ne vous en souvenez plus, ou si vous n'avez jamais eu de cours de chimie, pas de panique, il n'y a rien besoin de savoir au préalable. Voici la classification des éléments chimiques. Elle regroupe la centaine d'éléments chimiques existants dans la nature, plus quelques-uns créés par nous. Il s'agit d'un tableau, dans la mesure où ces éléments sont rangés grâce à un critère que je ne détaillerai pas, mais qui fait apparaître dans une même colonne les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent de la même façon en présence de tel ou tel autre élément, de telle ou telle autre molécule. Le premier qui a eu l'intuition de cette propriété, c'est le chimiste russe Mendeleïev. Et même s'il y avait à l'époque des cases vides dans son tableau, il a placé les éléments de même propriété chimique les uns sous les autres, en disant qu'on trouverait un jour les éléments alors inconnus, ce qui s'est vérifié. C'est la raison pour laquelle ce tableau est encore souvent appelé tableau de Mendeleïev. Regardez maintenant l'avant-dernière colonne, celle qui est en vert, celle qui est nommée halogène dans les légendes du bas. Qui voyons-nous? De haut en bas, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'iode, nécessaire pour notre thyroïde, donc pour la régulation de nombre de fonctions de notre organisme. Et au-dessus, le fluor, le chlore et le brome dont nous venons de parler, que nous trouvons dans nombre de produits qui font beaucoup parler d'eux et à juste titre. Notre organisme, mis en présence de molécules contenant des atomes ressemblant à l'iode, mimant l'iode, va les absorber. Mais les molécules dont nous avons parlé n'ont aucun rapport avec ce qu'ils trouvent dans les produits de la mer contenant de l'iode. Elles vont réagir de façon totalement différente de ce à quoi notre organisme est habitué. Elles vont entraîner des dysfonctionnements. Les PFAS, par exemple, ont été fabriquées tellement solides qu'aucun organisme vivant n'est à même de les décomposer, d'où leur surnom de polluants éternels. Ce que nous venons de voir n'explique pas la totalité des perturbateurs endocriniens, mais quand même la plus grande part. Parmi plus d'un millier de produits qui sont des perturbateurs endocriniens, on pourrait citer par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, l'étain ou encore les parabènes. Les molécules dont nous avons parlé vont brouiller le système de communication hormonale entre les organes. Elles peuvent modifier la production naturelle des hormones, mais aussi se substituer à elles dans l'organisme et empêcher ainsi l'action de nos hormones. Il en résulte des conséquences potentielles nombreuses. L'altération des fonctions de reproduction, entre autres la diminution de la production de spermatozoïdes par les testicules. Les malformations du fœtus, notamment des organes reproducteurs, la perturbation du développement du système nerveux, ce qui entraîne celui du développement cognitif, le développement de tumeurs dans les organes producteurs ou cibles d'hormones, thyroïde, sein, prostate, testicules, utérus, etc. C'est dire la diversité des pathologies qui peuvent être provoquées par les perturbateurs endocriniens. Il est évident que la perturbation maximale
se produit chez les organismes en développement, donc depuis le fœtus dans le ventre de sa mère jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Dans les années 50, des scientifiques se sont penchés sur les effets de certaines de ces molécules. Mais c'est surtout à partir du scandale du Distilbène, dans les années 70, que le sujet a pris de l'ampleur sur le plan scientifique et est intervenu au niveau des médias. La survenue de cancers gynécologiques chez des adolescentes et de jeunes femmes adultes a été corrélée avec la prise de Distilbène par leur mère. Ce produit était administré pour prévenir les fausses couches. Si ce lien a été établi rapidement, on s'est aperçu ensuite que la génération suivante a également un surrisque de pathologie gynécologique. Depuis, l'expression perturbateur endocrinien a été inventée dans la mesure où les modes d'action de ces substances étaient connus plus précisément. Cela dit, il existe peu de substances dont la capacité à perturber le système endocrinien est avérée. Il est en effet difficile de mettre en évidence la corrélation entre une substance et une pathologie intervenant parfois des décennies plus tard et qui peuvent n'apparaître que si l'exposition a eu lieu à un moment précis du développement de l'organisme. L'effet cocktail accroît encore cette difficulté. Il semble en effet que dans de nombreux cas, les effets de plusieurs substances ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Et la complexité de notre système hormonal fait qu'il est illusoire d'espérer isoler un organe en particulier pour étudier sur lui les effets de ces substances. Enfin, on s'aperçoit que les effets ne sont pas identiques en fonction de la dose. Il arrive même que de faibles doses induisent des effets plus importants que de fortes doses. Dans notre pays, l'arrêté du 28 septembre 2023, dont vous trouverez le lien dans la présentation de cette vidéo, donne une liste des substances classées perturbateurs endocriniens avérés ou présumés. On y trouve notamment des phénols, utilisés pour la production des plastiques, mais aussi en parfumerie ou pour la conservation de la viande, et parmi eux, des bisphénols, des phtalates, utilisés comme plastifiants, c'est-à-dire pour assouplir la matière, notamment les plastiques. On en trouve par exemple dans des cosmétiques, pour faciliter leur pénétration dans la peau, dans des jouets pour les enfants, mais aussi dans certains sextoys. Le trichloréthylène, utilisé comme dégraissant, notamment des métaux. Naturellement, ces substances sont réglementées. En premier lieu, il y a maintenant une obligation d'information de la population. Les arrêtés du jeudi 12 octobre 2023 rendent obligatoire, à partir du 12 avril 2024, la mise à disposition de tous de l'information sur la présence de perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés dans les produits de la vie courante. Par exemple, les phtalates doivent être commercialisés avec les pictogrammes toxiques et dangereux pour l'environnement. Il y a aussi des interdictions. Depuis 2011, les phtalates sont interdits dans les sextoys. Le bisphénol A est interdit dans les tickets de caisse.
Et d'après une étude de l'Agence européenne des produits chimiques, 23% des jouets en plastique pour les enfants présentent des teneurs trop élevées en phtalates. Si des valeurs limites sont édictées en France et plus généralement en Europe, ce n'est pas le cas d'autres pays dont nous importons des produits, sans effectuer systématiquement les contrôles qui permettraient de mieux protéger la population. De plus, il faut le rappeler, comme nous le faisons dans chaque dossier que nous traitons, les valeurs limites ne sont en aucun cas des seuils d'innocuité, mais les limites en deçà desquelles les risques sont considérés comme socialement acceptables par celles et ceux qui les ont adoptés. Mais même ces timides avancées en matière de valeurs limites ou d'interdiction sont facilement remises en cause. On l'a vu au plan européen avec l'autorisation du glyphosate en novembre 2023 pour 10 ans de plus, avec le rejet par le Parlement du règlement prévoyant la diminution massive de l'emploi des produits phytosanitaires. Toujours au plan européen, la réforme devant renforcer la réglementation sur les produits chimiques, en particulier devant interdire les familles de composés nocifs comme les bisphénols et les PFAS, devait être bouclée en 2022, puis elle a été reportée à 2023, avant de disparaître complètement de l'agenda européen. On l'a vu au plan français, début 2024, quand face à la mobilisation des agriculteurs, en fait essentiellement des industriels de l'agriculture, représentés par leur lobby, la FNSEA, le gouvernement a fait marche arrière sur les mesures environnementales, en particulier en suspendant le plan Ecophyto, plan qui devait aboutir à une réduction de 50% des pesticides d'ici 2030. Et la petite paysannerie, soucieuse de l'environnement et de la santé de la population, représentée par la Confédération paysanne, peinait à se faire entendre et à contrer l'action mortifère de l'agro-industrie. Entre la santé de la population et les profits de l'agro-industrie, les arbitrages n'ont pas été longs à être rendus. Et puis, n'oublions pas que de nouveaux produits de synthèse sont régulièrement mis sur le marché, sur la foi d'études réalisées par les fabricants eux-mêmes et qui concluent à leur innocuité. Il faut du temps et des moyens à la recherche pour évaluer ces nouveaux produits. Et si les études épidémiologiques concluent à un risque avéré pour la santé humaine et pour l'environnement, les lobbies des industriels vont déployer tous leurs efforts pour clamer que, puisqu'il y a des études aboutissant à des conclusions contradictoires, on ne peut pas savoir. Donc, il faut faire de nouvelles études, etc. Au plan individuel, il faut éviter tous les produits contenant des perturbateurs endocriniens. Facile à dire, mais comment savoir? Nous venons de donner quelques éléments. De plus, vous pouvez examiner les étiquettes des produits et éviter ceux qui portent les pictogrammes toxiques, dangereux pour la santé ou dangereux pour l'environnement. Si vous avez un smartphone, vous pouvez également charger l'application gratuite Quel produit? Il s'agit d'une application développée par l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC, qui édite le mensuel Que choisir. Le fait de scanner le code-barre d'un produit vous donne accès à nombre d'informations sur ce produit, entre autres l'existence de perturbateurs endocriniens dans sa composition.
Il s'agit des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. Nous plaçons dans la présentation de cette vidéo le lien pour accéder au téléchargement de cette application. Mais la protection individuelle ne fait pas disparaître les polluants de notre environnement. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument partisans de l'action collective. Pour cela, il faut se grouper en associations. Si vous habitez Villejuif et que ce n'est pas déjà fait, nous ne pouvons que vous inciter à venir renforcer l'association environnementaliste locale Agir à Villejuif. Nous existons depuis 2004 et travaillons sur les risques technologiques dans notre ville. Les nombreux thèmes que nous avons abordés, avec plus ou moins de succès dans nos démarches auprès des équipes municipales qui se succèdent, sont répertoriés sur notre site web et plusieurs d'entre eux traités dans ces vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais l'échelon local ne permet d'intervenir que localement. C'est pourquoi nous sommes affiliés à la Fédération France Nature Environnement, FNE. Si vous n'habitez pas Villejuif, vous pouvez rejoindre une des plus de 6000 associations affiliées. Et s'il n'y en a pas dans votre secteur, créez-en une. Nous avons fait allusion à l'UFC Que Choisir. C'est une association tout à fait remarquable en ce qui concerne la prise en compte des aspects santé-environnement que nous traitons. Lisez son mensuel et adhérez-y pour renforcer son action. D'autres associations nationales peuvent mériter votre attention. Nous ne prétendons pas être exhaustifs. Toutes ces associations mènent des actions en direction des représentants de l'État et des élus, députés et sénateurs. Ils proposent à la population des actions qui permettent de manifester les préoccupations et la volonté d'au moins une partie de celles-ci. Réunions, rassemblements, pétitions, adresses aux élus, etc. Participons-y dans la mesure de nos moyens afin de renforcer le mouvement social visant à la disparition dans notre environnement des substances perturbant notre système endocrinien et bien d'autres combats tout aussi nécessaires.